L'Assemblée nationale vient d'adopter le projet de loi portant révision de la Constitution. La révision introduit des dispositions transitoires pour permettre le fonctionnement normal des institutions en attendant que se poursuivent les concertations sur la mise en œuvre du Sénat. Riposte contre les maladies transmissibles en Afrique de l'Ouest. Prévention et surveillance sont les grandes actions du plan de bataille. Elles sont toutes contenues dans le projet dit de surveillance intégrée des maladies. Repositionner la femme sur l'échiquier politique, aussi bien au niveau national que régionaux. Les femmes restent encore à la traîne sur les échelles de classification dans l'occupation de l'espace politique, un fait contre lequel la gauche d'Afrique sonne la mobilisation. Et puis, le feu passe au vert pour la troisième et dernière phase du programme national de gestion des terroirs. Elle devrait marcher sur les acquis des deux phases précédentes. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer donc, l'Assemblée nationale a adopté à 99 voix pour le projet de loi portant révision de la Constitution. Cette révision constitutionnelle qui touche les articles 78, 80, 112 et 153 de la loi fondamentale introduit des dispositions transitoires pour permettre le fonctionnement normal des institutions en attendant que se poursuivent donc les concertations sur la mise en œuvre du Sénat. Cette loi, il faut le rappeler, dont le vote s'est tenu aujourd'hui, c'est fait à bulletin secret, a été donc soutenu par la majorité à travers les groupes parlementaires CDP, CFR et ADF-RDA. Les groupes de l'opposition que sont l'UPC et l'ADJ se sont retirés de l'hémicycle. Nous reviendrons plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Et puis, on regarde à présent à cette question. La mobilité et la sécurité des éleveurs est une préoccupation pour les États. Transhumance et pastoralisme en Afrique de l'Ouest. C'est le thème de la rencontre qui réunit des experts du sujet à Ouagadougou. Une rencontre sur initiative du Bureau interafricain des ressources animales de l'Union africaine et le Parlement panafricain, le point de Kwame Bama et Anna-Lucie Kéry. Ils sont venus d'Afrique australe, d'Afrique centrale, de l'Est et du Nord pour prendre part à l'atelier de partage d'expérience sur la transhumance et le pastoralisme en Afrique. Cet atelier des représentants du peuple fait suite à la rencontre tenue le 29 octobre dernier à Nouakchott, en Mauritanie, et qui avait réuni des chefs d'État africains sur une thématique presque similaire, à savoir le pastoralisme et les moyens d'action pour le développer. Et nous travaillons au Burkina Faso en tant que la commission du Bureau interafricain depuis environ 5 ans. Et nous sommes rendus compte qu'il y avait un exemple. Ça marchait très bien au Burkina. Et on s'est dit, pourquoi ne pas amener les législatifs d'autres pays pour venir voir ce qui marche. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques du Burkina Faso, il faut nécessairement qu'il y ait une concertation entre les États africains pour favoriser la mobilité des troupeaux, la sécurité des éleveurs et favoriser les échanges sur le plan socio-économique. Nous voulons donc partager notre savoir-faire. C'est en cela que je voudrais saisir votre micro pour en tout cas lancer un appel aux éleveurs et aux agriculteurs de la Bougouriba qui aujourd'hui connaissent des conflits liés bien sûr à l'utilisation des ressources naturelles. C'est surtout permettre que chacun puisse puiser ce dont il a besoin dans ses ressources naturelles pour son activité. Le président de l'Assemblée nationale s'est prononcé sur l'importance du présent atelier. Au cours du présent atelier, vous aurez à échanger sur les contraintes à la mobilité pastorale, la gestion durable des ressources naturelles, l'accès aux services sociaux des populations pastorales, de manière générale sur le développement de l'élevage en Afrique et le développement pastoral en particulier. Je reste convaincu qu'à l'issue de cette rencontre, chacun de vous va se sentir davantage concerné et impliqué dans l'organisation et la gestion de la transhumance dans son pays. Le Burkina Faso, qui est un pays enclavé et qui connaît une transhumance, surtout vers les pays côtiers, pourra tirer de la facilitation pour ses éleveurs, mais aussi les investissements pour les infrastructures, car il y a des engagements au niveau de la Banque mondiale pour accompagner le développement du pastoralisme. L'atelier de Ouagadougou sera suivi à partir de jeudi d'une sortie de terrain dans la région de l'Est.
De la reconnaissance pour l'engagement du gouvernement burkinabé en faveur de l'ordre des avocats du Burkina, un sentiment que des représentants de l'organisation sont allés exprimer au Premier ministre pour la bonne tenue dans l'ensemble de leurs activités. Pour le compte du calendrier des activités à venir, l'on devrait voir pour bientôt l'ouverture des portes d'une école de formation des avocats au Burkina, le point des échanges avec Étienne Bassenga. Avons été installés, le Premier ministre avait demandé que le barreau travaille au renforcement de son image auprès de l'opinion et aussi à la crédibilisation du service public de la justice en jouant notre partition. Nous lui avons fait le point sur cela et également moi-même je me suis engagé sur la question de la formation et l'ouverture du centre de formation, sur le recrutement de jeunes avocats. Vous savez que la question de l'emploi est une des préoccupations majeures aussi bien du chef de l'État que de tout le gouvernement et le Premier ministre nous avait demandé de travailler à cela. Donc sur ce point nous allons faire les recrutements. Mais c'est lié à la création du centre de formation dans lequel le centre, les avocats vont être formés, vont recevoir une formation de base théorique et pratique et faire les stages en juridiction, faire les stages dans des cabinets d'avocats ou dans des institutions, mais sous le contrôle de ce centre. Et c'est l'opérationnalisation de ce centre qui a été l'un des points de notre séance de travail avec le Premier ministre ce matin. Et aussi les questions concernant la justice, concernant l'incivisme dans notre pays, quelle peut être la partition du barreau. Nous avons examiné ces questions sous l'angle de l'aide juridictionnelle, sous l'angle d'un meilleur fonctionnement du barreau. Et nous avons en tout cas reçu les encouragements, les appuis du Premier ministre. Femmes et implications au niveau politique, celle de la gauche africaine vise un meilleur positionnement sur l'échiquier, aussi bien au niveau national que régional. Les femmes restent encore à la traîne sur les échelles de classification dans l'occupation de l'espace politique, un fait contre lequel la gauche d'Afrique sonne la mobilisation. Karim Patrick Namouano. C'est la figure de proue du comité des femmes du Forum du réseau de la gauche africaine, ALNEF. Elles ont pour mission d'amener leurs sœurs à sortir des sentiers battus et des eaux troubles de la politique où la discrimination et l'injustice à l'encontre des femmes sont légion. Alors, quelle priorité pour la présidente? C'est de trouver avec mes sœurs les stratégies pour intensifier la lutte de la promotion des femmes dans le domaine politique. Et à ce niveau-là, un certain nombre de recommandations ont été faites aussi bien aux partis politiques qu'aux pays, qu'aux femmes elles-mêmes, pour qu'ensemble nous puissions conjuguer nos forces pour la promotion des femmes en politique. Cette rencontre, nous trouvons que c'est venu à son heure parce que ça va nous permettre d'avoir la force qu'il faut et d'imposer dans nos pays respectifs le fait de devoir descendre jusque dans les bas-fonds pour relever le niveau d'existence de nos consoeurs qui sont dans l'oubli. Les recommandations pour une forte et bonne représentativité des femmes en politique se citent à l'appel. Adoption de textes législatifs pour la parité hommes-femmes en politique, assurer l'éclosion du leadership féminin, permettre le bon positionnement des femmes dans les directions des partis, et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, ce que nous attendons des partis politiques de gauche et des pouvoirs en place, c'est de faire en sorte qu'on n'instrumentalise pas la femme, qu'on ne marginalise pas la femme, qu'on n'utilise pas d'une manière folklorique la femme et qu'on n'utilise pas la femme comme un bétail électoral. De donner à la femme la place qu'elle mérite. Parce qu'aujourd'hui, le travail quotidien des femmes rurales, des femmes au niveau urbain, c'est ce qui constitue vraiment la base du vrai développement de nos pays. Cette troisième rencontre du comité des femmes de l'ALNEF s'est tenue à Ouagadougou sous l'égide du Parti pour la démocratie et le socialisme,
Parti des bâtisseurs, PDS Metba. Au-delà des pays invités comme l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, le Soudan et la Tunisie, l'appel de Ouagadougou est destiné à toute l'Afrique. La troisième et dernière phase du programme national de gestion des terroirs PNGT est bientôt sur les rails. Le feu vert vient d'être donné par toutes les parties prenantes du projet. En attendant, c'est l'examen des procédures de mise en œuvre, une mise en œuvre motivée par les succès des deux phases précédentes. Et celle Judith Assogba pour le point. La troisième phase du programme national de gestion des terroirs PNGT2 sera officiellement lancée au cours de l'année prochaine. Il faut à tout prix la réussir comme les deux précédentes. C'est l'ambition qu'affichent les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Ils se sont réunis à Koudougou pour préparer l'opérationnalisation de cette phase. Ce programme va permettre de consolider les acquis de la phase 1 et de la phase 2. En fait, c'est le développement rural décentralisé que le PNG2 finance. Et cette troisième phase est voulue par le gouvernement burkinabé et ses partenaires que sont la Banque mondiale, le Fonds mondial pour l'environnement, pour booster réellement le développement local au niveau des collectivités territoriales. Cette troisième phase va couvrir les 302 communes rurales et les 13 collectivités régionales du Burkina Faso. Elle va permettre de renforcer les capacités des communautés rurales et des structures décentralisées pour la mise en œuvre des plans locaux de développement. Aujourd'hui, l'ensemble des parties prenantes se retrouvent pour regarder le contenu technique de la troisième phase-là, du PNGT qui va s'exécuter de 2013 à 2018. Alors, donc, quel est le contenu technique du document de projet et le manuel opérationnel, comment il est structuré, organisé et quel est le rôle de chacun qui est défini. Cette session, qui s'achève ce 15 novembre, devrait permettre à l'ensemble des parties prenantes d'être mieux armées pour affronter les défis du développement. L'opérationnalisation de cette troisième phase va mobiliser 46 milliards 600 millions de francs CFA et c'est la Banque mondiale qui assure la grande partie de ces fonds. Le gouvernement burkinabé et les bénéficiaires contribuent chacun à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Et puis pour bientôt aussi, l'on verra la mise à disposition des communes de schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Pour le moment, c'est la phase de concertation entre les acteurs clés de l'aménagement. Le schéma devrait donner une meilleure maîtrise dans la gestion des espaces urbains. En rappel, les schémas avaient été réclamés à corps et à cri lors des États généraux sur les lotissements. Le point sur le sujet avec Ismaël Diloma Sirima et Claudine Bikaba. Tous les chefs-lieux de région, excepté Ouagadougou, vont disposer bientôt d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation. Un document qui montre les voies à suivre pour maîtriser le développement urbain ainsi que les solutions pour équilibrer son renouvellement. Les acteurs de l'aménagement du territoire en concertation à Kaya vont procéder à l'adoption des schémas directeurs de Banfora, Bobo-Dioulasso, Dédougou, Dori, Koudougou et Ziniare. L'une de nos faiblesses a toujours été que nous n'avions pas de schéma national d'aménagement du territoire, encore moins des schémas d'aménagement urbain. Donc, du coup, les lotissements étaient faits un peu, on va dire, sur la base de textes assez légers. Et le schéma d'aménagement urbain va réduire considérablement les difficultés au niveau des lotissements. Ce document vient pour faciliter la mise en œuvre du projet pôle régional de développement lancé par le gouvernement en 2011. Pour nous, il ne s'agit que de donner un avis, parce que ce sont des dossiers du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Et complémentarité gouvernementale oblige, nous devons donner notre avis et qui conditionne la mise en œuvre de ces schémas d'aménagement urbain. Un schéma directeur d'aménagement urbain qui court jusqu'à l'horizon 2030 et il vient en remplacement à celui de 1989 qui a expiré depuis 2010. Les communes pourront ainsi s'appuyer sur cet outil pour mieux gérer l'espace urbain.
La microfinance au centre de la 16e conférence annuelle des services du Trésor. Quel contrôle de la microfinance à travers le Trésor public? Un thème qui s'est imposé au regard de la forte croissance qui a été constatée dans le secteur du microcrédit. Si le boom a été salué, la question de la réglementation s'impose à présent. Les précisions avec Touboum, Evelyne Dabiri. Au Burkina Faso, en 2012, plus d'1 million d'individus et de petits commerces ont bénéficié de la microfinance. L'encours au dépôt s'élevait à 134 milliards de francs CFA et le volume de crédit octroyé s'élevait à 90 milliards sur la même période. L'engouement pour cette forme de financement nécessite donc une protection plus accrue de l'épargne publique. Et c'est pourquoi la 16e conférence annuelle des services du Trésor se penche sur les questions de la surveillance et du contrôle du secteur de la microfinance. Le rôle de l'État, c'est vraiment d'appuyer et d'imaginer tout ce qui est possible pour pouvoir non seulement renforcer ce secteur, mais aussi et surtout la rendre plus sûre. Parce qu'il s'agit là des dépôts d'argent du public. Et la priorité numéro 1, c'est de faire en sorte que les déposants ne soient pas lésés. Les acteurs du secteur financier et du Trésor public vont travailler en atelier les 12, 13 et 14 novembre prochains pour faire le bilan de la surveillance de ces microfinances, relever les difficultés et analyser les perspectives. Perspectives qui, selon le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Nyakambari Moumounu, devraient permettre une meilleure surveillance des systèmes financiers décentralisés. Question de sécurité à présent, l'on examine la conformité du Burkina vis-à-vis de ses engagements en matière de non-prolifération des armes de destruction massive. Cela entre dans le cadre de la résolution 1540 qui lie notre pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. En visite de terrain en ce moment dans notre pays, des experts du comité onusien ont visité l'unité de médecine nucléaire de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Oswald Gaëtan Segueda pour les précisions. Résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 28 avril 2004, affirme que la prolifération des armes de destruction massive constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale. Des membres et experts d'un comité dénommé Comité 1540, né à cet effet, sont à Ouagadougou pour constater l'état de mise en œuvre de la résolution par le Burkina Faso. Au-delà du constat que nous allons faire, nous allons ensemble travailler à l'identification d'options pour avancer vers la pleine mise en œuvre de la résolution 1540. Et peut-être que dans ce cadre, le gouvernement du Burkina Faso souhaitera déjà préidentifier certains domaines dans lesquels de l'assistance pourrait être nécessaire. Et un des domaines d'assistance pourrait être l'unité de médecine nucléaire de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Là, des acteurs non étatiques utilisent la technologie nucléaire à des fins curatives. Pour l'instant, l'unité ne fait que dans le diagnostic. L'assistance souhaitée pourrait lui permettre de passer à la thérapie. Et puis, pas de quartier pour les maladies transmissibles en Afrique de l'Ouest contre les épidémies. L'Organisation ouest africaine de la santé livre son plan de bataille, prévention et surveillance. Voilà pour les grandes actions de la riposte. Elles sont toutes contenues dans un projet de surveillance intégrée des maladies qui a été lancé à Bobo Dioulasso, Kadou Roumen Ki et Moumouni Baro pour le point. Hymne de la CEDEAO Anthony ici dans la salle de conférence du centre d'accueil de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Cela marque le lancement officiel du projet de surveillance intégrée des maladies en Afrique de l'Ouest. Et c'est par une vidéoconférence que la ministre ivoirienne de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, et les représentants du ministre de la Santé burkinabé, Meïté Bonkoungou, sont intervenus pour donner le bien fondé du projet. Un projet qui répond aux souhaits des chefs d'État de la CEDEAO pour l'implication des partenaires dans la riposte et le contrôle des maladies qui affectent régulièrement les populations. Ce projet, sur une durée de 4 ans, permettra aux 15 pays de la CEDEAO de pouvoir améliorer les compétences des agents techniques et des techniciens de laboratoire pour le suivi de toutes les activités de surveillance épidémiologique et de riposte. Nous allons aussi œuvrer pour que les populations soient informées. Le projet est appuyé par la Banque mondiale et l'institution considère la lutte contre la maladie comme l'une de ses préoccupations majeures. La Banque mondiale a développé avec
en collaboration avec l'OAS, un projet de 10 millions pour soutenir la mise en place de la surveillance régionale de la maladie et de la riposte dans toute la région de la CEDEAO. La fréquence des maladies transmissibles qui sans nul doute déciment les populations sont entre autres les motifs qui ont prévalu à la mise en place d'un tel projet d'envergure sous-régionale. Quand on regarde les chiffres, les taux, les causes et la magnitude de différentes situations cliniques à la base de mortalité et de morbidité, justement, ça nous interpelle pour mieux prendre les mesures, les stratégies, les mécanismes de son contrôle. Le projet régional de renforcement des capacités de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, qui a pour durée 4 ans, bénéficie d'un financement de 10 millions de dollars US, soit environ 4 milliards 700 millions de francs CFA. Au total, le projet couvrira 70 districts vulnérables dans les 15 pays membres de la CEDEAO. Santé toujours, prise en charge des maladies de l'enfance en particulier pour faciliter le diagnostic et le traitement des maladies infantiles. Des partenaires dont l'OMS et l'UNICEF avaient adopté en 1990 un protocole dit simplifié de recherche. 2 décennies après, les résultats sont en deçà des attentes, des déceptions que devrait combler le registre électronique des consultations que propose l'ONG Terre des Hommes, Yolande Lompo. Nommé registre électronique de consultation REC, il a été développé pour la première fois en 2010 par l'ONG Terre des Hommes afin de répondre aux problèmes de temps de consultation. Le REC permet un raccourcissement de la durée de formation et même une auto-formation. Terre des Hommes et le ministère de la Santé y travaillent. Il permet également des coûts de formation bas, une autonomisation de l'ensemble de la démarche PCME, excepté l'évaluation, la production instantanée de données statistiques plus fiables, une extraordinaire facilité d'analyse de données permettant la détection précoce des erreurs d'évaluation. L'introduction de ce logiciel a permis d'améliorer la qualité de l'information médicale, de fournir un meilleur diagnostic et des traitements adéquats aux malades. La version 3 du REC qui vient d'être présentée est en exécution dans les districts sanitaires de Tougan, Yako et Séguénéga. Selon ses concepteurs, les versions antérieures de ce logiciel ont déjà été expérimentées dans plus de 70 CSPS au Burkina Faso et des expériences ont permis d'améliorer significativement les résultats de la prise en charge intégrée des maladies des enfants de moins de 5 ans. Les IPCAD auront maintenant des éléments pour pouvoir organiser, programmer des supervisions ciblées et mieux former les agents sur le terrain. Les innovations majeures que comporte cette version 3 du REC devront permettre également un meilleur suivi du profil épidémiologique de chaque formation sanitaire et la détection des situations anormales. Partage d'expériences du Sud avec le Sud dans la lutte pour la santé. Pendant près de 10 jours, des professionnels en santé du Burkina sont allés en apprendre plus sur ces méthodes qui marchent au Kenya. La délégation, conduite par le secrétaire général du département de la santé, comptait aussi des membres de la Fédération des associations des professionnels de la santé du secteur privé de Nairobi, le point de Lazare Pouya. En se rendant à Nairobi au Kenya, la délégation burkinabé forte de 15 membres, conduite par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Amédée Prosper Djigimde, visait un objectif noble. Échanger avec les autorités sanitaires publiques et privées kenyanes en vue de contribuer au renforcement des capacités de la Fédération des associations professionnelles de la santé privée du Burkina, FASPB. Les fruits de ces échanges devraient permettre à la FASPB, née en mars 2013, de conduire ses activités liées au secteur privé de la santé en tant que structure fédérative. Premier acte de ce voyage d'études, la rencontre avec le ministre de la Santé du Kenya, la présentation des systèmes de santé des deux pays, suivi des échanges. Le secteur de la santé ne peut être animé seulement que le secteur public. Il est important que aussi bien le secteur public que le secteur privé puissent chacun à son niveau apporter sa pierre contributive pour que véritablement nous puissions
avoir une amélioration de l'état de santé de nos populations. Et c'est dans ce cadre qu'avec l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers, nous avons pu bénéficier de ce voyage d'études. Et bien sûr, pour discuter d'une question aussi importante que la contribution du secteur privé. Le système sanitaire kenyan, calqué sur le système britannique, est en avance par rapport à celui du Burkina. Il est focalisé sur les soins universels, le secteur privé de la santé très développé et une forte organisation à base confessionnelle qui joue un rôle très important dans le domaine de la santé. Seul bémol du système de santé kenyan, le taux élevé de la mortalité maternelle. This is extremely refreshing to find. Pour nous, c'est très rafraîchissant votre visite et nous avons déjà appris quelque chose parce que j'ai appris que le taux de maternité au Burkina Faso est plus bas que celui du Kenya. Et donc la visite est la bienvenue. Et donc nous avons également un projet où les mamans peuvent aller accoucher gratuitement, comme il y a des soins qui sont gratuits. Les mamans qui sont pauvres et ceux qui vivent dans les bidonvilles et ceux qui vivent dans les zones rurales peuvent aller aux hôpitaux pour accoucher gratuitement. Initié par la Banque mondiale à travers la Société financière internationale IFC, ce voyage d'études visait également à créer le partenariat Sud-Sud avec des opportunités de partage d'expériences sur le partenariat public-privé. Il s'agit entre autres de l'organisation du partenariat public-privé, l'organisation de l'assurance qualité, la sécurité du patient et la gestion des médicaments. La délégation burkinabé a pu en une semaine se rendre dans plusieurs sites et échanger avec les responsables et le personnel de différents secteurs de la santé. Autre point de l'actualité, question de régulation des médias. Les organes dédiés à la cause de l'espace UOMOA visent la mise en place d'un cadre réglementé et de concertation. Entre autres, le sujet a fait l'objet d'échanges entre une délégation de la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel de la Côte d'Ivoire et le CSC, qui est bien sûr le Conseil supérieur de la communication du Burkina. Une visite qui a aussi reconnu et salué le leadership de la présidente du CSC en matière de régulation dans l'espace UOMOA, Claudine Bikaba. Une délégation de l'ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de la Côte d'Ivoire, est en visite auprès du Conseil supérieur de la communication CSC. Une visite qui a donné lieu à des échanges entre les deux parties. Le directeur général de cette instance ivoirienne a saisi cette opportunité pour remercier plus particulièrement la présidente du CSC, Béatrice Damiba, pour son soutien et son leadership dans l'élection du président de l'ACA, Ibrahim Sy Savané, en qualité de vice-président du REFRAM, le réseau francophone des médias, lors de ses dernières assises en Djamena. Mais au-delà, il y a un projet très important qui est en train de naître, qui va certainement voir le jour très bientôt, dont je suis autorisé à donner la primeur. Il s'agit donc d'un projet de regroupement des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UOMOA, auquel s'adjoindra la Guinée, en raison de proximité évidente, en raison d'intérêts communs évidents. Une initiative bien appréciée par le directeur du cabinet du CSC. Nous sommes très heureux de la proposition que nous avons accueillie favorablement parce que le besoin se faisait sentir depuis un certain temps d'arrimer les actions et les succès en matière de régulation au dynamisme actuel de l'UOMOA. Voilà, et nous considérons que l'UOMOA offre un socle institutionnel très solide pour voir s'adosser à elle un tel projet de renforcement de la régulation des médias en son sein. Au cours de cette rencontre, outre les échanges, il y a eu la présentation du CSC et son fonctionnement à ses hôtes. Il leur a été également remis un cadeau en vue du renforcement des relations de coopération bilatérale entre ces deux instances ivoiriennes et burkinabées.
Les récompenses après les efforts des gendarmes viennent d'être décorés pour services rendus à la nation. Au nombre de 186, ils ont été médaillés dans 3 catégories, toutes en reconnaissance de la bravoure dans l'exécution des missions, notamment le retour de la paix hors des frontières du Burkina sous la bannière de l'ONU. C'est le chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui a présidé la cérémonie, Jonas Wemba et Nicolas Zigani. Après les semis, voici le temps de la moisson pour ces gendarmes. Le sacrifice consenti pour la patrie, la loi et l'honneur vaut en ce jour des médailles. Plus qu'un mérite reconnu, c'est une invite à plus d'ardeur au travail pour ces récipiendaires. Ma satisfaction est très grande, d'autant plus que je viens de recevoir ce jour 2 décorations, à savoir la médaille d'honneur militaire et la médaille commémorative de campagne avec agrafe Soudan. En ce jour spécial de moisson, je voulais dédier ces 2 décorations à tous ceux qui m'ont aidé à porter en terre des semis pour l'honneur et le succès des armes au Burkina Faso. Nous sommes très contents de recevoir cette médaille commémorative, donc nous sommes émus de nous avoir décerné cette médaille, ce qui nous réconforte beaucoup parce que ça prouve que nous avons bien accompli notre mission au Darfour. Ces distinctions ont été décernées dans 3 catégories. 5 officiers pour la médaille d'honneur militaire, 61 sous-officiers pour la médaille militaire et 120 gendarmes pour la médaille commémorative. Pour la hiérarchie de ces hommes, c'est de tradition de reconnaître le mérite de ceux qui se battent pour le succès. Je voudrais surtout féliciter le personnel qui a été décoré ce matin, parce que c'est un personnel qui est très méritant et je souhaite que ça serve d'exemple aux autres personnels. Je voulais également encourager ceux qui n'ont pas été décorés ce matin pour leur dire que certainement leur tour viendra, mais il faut surtout mettre de l'ardeur au travail, faire preuve de discipline et d'engagement surtout au bénéfice des populations burkinabées. Au-delà de la reconnaissance de la hiérarchie, la famille, les collègues et les amis sont venus soutenir ces gendarmes au camp Passepan. Du football au sketch, en passant par la danse et la chanson, des incarcérés auront rivalisé de talent à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. C'était à l'occasion de la journée internationale du prisonnier qui s'est tenue sous le thème « Prisonnier aujourd'hui, agent de développement demain ». Depuis 1955, date d'adoption de la commémoration, c'est bien la toute première fois que la date est fêtée au Burkina. Zalissa Sanfo et Jacques Lamissa Tarpaga. Première journée internationale du prisonnier célébrée au Burkina Faso dans une ambiance particulière à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. À travers ce sketch, les prisonniers ont dépeint leurs conditions de vie et plaidé pour une amélioration. Le représentant des prisonniers a pour sa part salué l'initiative qui, selon lui, va changer le regard de la population vis-à-vis des prisonniers. Prisonnier aujourd'hui, agent de développement demain, c'est sous ce thème qu'est célébrée la journée internationale du prisonnier. C'est un peu pour stigmatiser le fait que les gens ont une mauvaise vue donc sur le prisonnier, pensent que le prisonnier n'a pas d'horizon, alors que la prison doit être un lieu de réinsertion pour permettre donc au prisonnier qui fait sa détention, purge sa peine, à sa sortie, doit être au service donc de la communauté. La période de détention peut être mise à profit pour faciliter la réinsertion sociale du détenu à l'issue de sa peine. Et à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, les initiatives ne manquent pas. À la MACO, nous avons des ateliers de couture, mineurs et femmes. Nous avons également des ateliers de soudure, des ateliers de menuiserie, des ateliers de savonnerie, des ateliers de l'élevage, volaille, porc et un jardin. Vraiment, dans le cadre d'une boulangerie, bien sûr, et dans le cadre de la production pénitentiaire, nous profitons de faire la formation professionnelle, permettre aux détenus qu'à la sortie, qu'ils ne soient pas désœuvrés. La journée internationale du prisonnier a été initiée par les Nations Unies en 1955. Elle a pour objectif de réfléchir sur les conditions de détention et la réinsertion sociale des prisonniers.